Bienvenue sur notre chaîne. Merci de regarder et de vous abonner. Nos statistiques ont déjà commencé à s'améliorer, mais malgré cela, 89% de nos spectateurs regardent sans s'abonner. Je fais de mon mieux pour vous, soutenez notre chaîne en vous abonnant et en likant. Cela nous aidera à continuer à grandir et à créer un contenu encore plus intéressant pour vous. Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, Hélène a toujours été le cœur de notre petite famille. Elle avait cette énergie contagieuse qui rendait tout le monde autour d'elle plus détendu et à l'aise. J'ai été séduit par elle dès le moment où nous avons croisé nos chemins lors de la fête d'un ami commun, et 19 ans plus tard, pas grand-chose n'avait changé. La vie en tant qu'agent de police m'avait usé, mais Hélène savait toujours comment alléger le poids sur mes épaules, même quand elle ne s'en rendait pas compte. Elle était plus que ma partenaire. Elle était ma plus proche confidente, quelqu'un qui croyait toujours au meilleur des gens, un trait dont j'avais appris à me méfier chez les autres au fil du temps. La retraite avait été un ajustement douaire pour moi, échangeant le rythme imprévisible de la police pour une vie stable en tant qu'entrepreneur. Pendant qu'Hélène continuait son travail exigeant en tant qu'assistante exécutive chez Ferrel International, je trouvais du réconfort dans notre routine, élevant notre fils Tommy et gérant le ménage d'une manière plus pratique. Mais ce soir-là, les choses ont commencé à changer d'une manière pour laquelle je n'étais pas prêt. Il était presque 17h30, et ma femme de près de 2 décennies, Hélène, n'était pas rentrée du travail et n'avait pas essayé de me contacter. Normalement, elle rentrait peu après 16h, car son travail chez Ferrel International se déroulait de tôt le matin jusqu'à tard l'après-midi. Depuis que son ancien patron, Michael Ferrel, était décédé il y a 2 ans, sa fille Janice avait pris la direction de l'entreprise et avait gardé Hélène comme son assistante de confiance. Notre fils Tommy était déjà rentré de l'école et était à l'étage en train de finir ses devoirs pour pouvoir se détendre devant la télévision plus tard. À 17h45, j'étais préoccupé et j'ai appelé le portable d'Hélène, mais ça allait directement à la messagerie vocale. Je venais de lui laisser un message pour qu'elle m'appelle. Quand elle serait rentrée, portant plusieurs sacs du restaurant italien d'Antonio. Elle m'a donné un rapide baiser sur la joue en passant à la cuisine. Désolé, chérie, j'ai dû rester tôt et je n'ai rien sorti du congélateur pour le dîner, alors j'ai pris quelque chose à Antonio. J'espère que ça va? Bien sûr, dis-je. Mais j'étais inquiet. Pourquoi n'as-tu pas appelé? J'ai oublié de charger mon téléphone la nuit dernière. Et quand je suis arrivé à la voiture pour t'appeler, il était mort. Un de mes rares agacements avec Hélène était que son téléphone était souvent soit éteint, soit déchargé, soit en mode silencieux, donc je pouvais rarement la joindre quand elle était dehors. Chaque fois que je me plaignais, elle disait toujours « Tu as raison, Joe. Je ferai mieux. » Elle se rappelait pendant quelques jours, mais ensuite les choses revenaient à la normale. Frustrant, mais quelque chose avec lequel j'avais appris à vivre. Hélène était de très bonne humeur pendant le dîner, mais la plupart de la conversation était dominée par notre fils de 7e ou de la année, qui était excité par les prochaines auditions de baseball et frustré par la quantité de devoirs que sa professeure de mathématiques, Madame Fielding, assignait. Nous avions toujours laissé Tommy regarder la télévision jusqu'à son heure de coucher de 21h. Mais au début, nous avions décidé qu'il n'aurait pas de télévision dans sa chambre, un fait dont il se plaignait souvent. Il n'y avait pas de télévision dans notre chambre non plus, car nous ne voulions rien qui puisse nous distraire du sommeil ou de la proximité. Cette dernière, nous la gérions au moins 4 fois par semaine, faisant de nous un cas à part parmi nos amis et voisins qui semblaient tous collés à leurs multiples télévisions. Certaines personnes étaient tellement accrochées à la télé qu'elles en avaient même une dans la cuisine. Pour vous donner un peu de contexte, je suis Joe Sullivan, et ma femme Hélène et moi sommes un peu conventionnels. J'ai pris ma retraite l'année dernière à 50 ans en tant que sergent de patrouille au département de police du comté. Grâce au système de retraite de l'État qui permet aux anciens combattants militaires de racheter leur temps de service pour l'ajouter à leur retraite policière, j'ai pu compter mes 4 années en tant que rangé de l'armée dans mes 25 ans de retraite. En résumé, moi et d'autres anciens combattants avions la possibilité de payer dans le système le montant que le comté aurait contribué, appliquant ce temps à la retraite. Les exigences physiques du travail policier et mon emploi à temps partiel de bricoleur laissaient mon corps de 1,80 m avec très peu de graisse corporelle. Depuis ma retraite, j'ai transformé mon travail secondaire en une entreprise de rénovation à temps plein, avec des connexions que j'ai établies au fil des ans, réalisant de petits projets d'amélioration de la maison. Je n'ai pas besoin de faire de la publicité. Ma réputation pour un travail de qualité attire de nombreux clients grâce au bouche à oreille. Ma femme Hélène, qui aura 45 ans le mois prochain, avait 25 ans quand nous nous sommes mariés. J'en avais 31,
et je venais de commencer ma carrière policière. Les détails de notre courtisane ne sont pas importants, mais il suffit de dire que nous nous sommes rencontrés lors d'une fête d'amis, et j'ai été instantanément frappé. Hélène a toujours les mêmes cheveux bruns ondulés et mi-longs, ses yeux bleus, et ce sourire captivant qu'elle avait quand nous nous sommes rencontrés. Et à 1,73 mètres, elle fait toujours du 38. En plus de ses attraits physiques, c'était sa personnalité vivante qui m'a vraiment attiré. Elle peut être un peu naïve sur les motivations des gens, ce qui pourrait juste être mon propre cynisme d'année au service d'application des lois. En tant qu'assistante exécutive dans une entreprise internationale de taille moyenne, elle gagne un bon salaire, et avec mon revenu accru en temps qu'entrepreneur, nous sommes financièrement à l'aise. Nous sommes meilleurs amis, nous nous respectons, et notre mariage a toujours été un partenariat égal. Nous partageons les responsabilités, y compris la parentalité, la cuisine et les tâches ménagères. Bien sûr, certaines tâches sont réparties par genre. Elle ne touche pas aux travaux de jardinage, et je reste hors de sa buanderie. J'ai appris cette leçon à la dure après avoir ruiné plusieurs de ses blouses en mélangeant les couleurs. Tommy était allé dans le salon pour regarder la télévision, et j'aidais Hélène à débarrasser la table et à charger le lave-vaisselle. D'habitude, après avoir nettoyé la cuisine, nous prenions un café avant d'aller dans le den pour discuter ou lire. Ce soir n'était pas différent. Alors qu'Hélène posait une tasse de café devant moi, elle a mentionné au passage, Connie a obtenu une promotion pour diriger notre bureau de Londres. Et si cela ne vous dérange pas, nous prévoyons d'aller dîner et peut-être danser un peu demain soir. Pour être honnête, je ne suivais pas vraiment les amis de travail d'Hélène, donc je ne pouvais pas me souvenir qui était Connie. Mais je ne voulais pas sembler désintéressé, alors je ne l'ai pas mentionné. Cependant, la partie dansante a retenu mon attention. « Tu ne danseras que tous les deux ?» ai-je demandé. « Bien sûr », a-t-elle répondu. « Ce ne sera que pour quelques heures et je serai de retour avant 11 heures. » Je n'étais pas ravi de l'idée, mais puisqu'elle ne sortait jamais avec des filles comme beaucoup de fans de nos amis, j'ai accepté. Le lendemain soir, lorsque je suis rentré du travail, j'ai demandé à Joe ce qu'il avait prévu de dîner pour lui et Tommy. « Des tourtes au poulet », a-t-il répondu avec assurance. J'ai froncé les sourcils. Je ne pouvais pas supporter les tourtes, me rappelant toujours des niveaux de sodium malsain et du nombre élevé de calories. Mais voyant à quel point il avait l'air satisfait, j'ai simplement secoué la tête et dit « Connie vient me chercher à 19 heures, donc je monte pour me doucher et m'habiller pendant que vous deux vous empoisonnez. » À 18h50, la porte a sonné. Je pensais que c'était Connie, mais en haut, j'ai entendu Joe ouvrir la porte. M'attendant à voir l'ami d'Hélène, j'ai ouvert la porte et j'ai été surpris de trouver un homme bien habillé, d'environ 35 ans, grand avec des cheveux blonds ondulés. Ma première pensée était qu'il était un vendeur, ou pire, un témoin de Jéhovah. Mais ensuite je me suis rappelé que les Jéhovah venaient toujours par deux. Il a rapidement dissipé les deux notions en tendant sa main et en disant « Salut, tu dois être Joe. Hélène parle de toi tout le temps. » Alors que je serrais sa main à contre-séhure, il passait devant moi et entrait dans la maison. Sentant ma confusion, il a souri et ajouté « Oh, peut-être que tu ne te souviens pas de moi. Nous nous sommes rencontrés brièvement à la fête de Noël du bureau. Je suis Conrad Hunter. Je voulais te remercier de laisser Hélène sortir ce soir. Je suppose qu'elle t'a dit que je partais la semaine prochaine pour diriger notre bureau à Londres, et ta femme a été d'une aide incroyable pour moi ces 2 dernières années que je voulais montrer ma gratitude. » Il a dit tout cela en quelques secondes, mais ses yeux semblaient m'évaluer et il y avait un léger air de supériorité dans son ton. Mes sens se sont enfin réveillés et j'ai répondu « Eh bien, Conrad, il doit y avoir un malentendu. Donne-moi un moment pour parler à ma femme. » J'ai couru en haut aussi vite que je le pouvais, essayant de garder mon calme. Quand Joe est entré dans notre chambre, j'avais fini d'ajuster ma robe et me regardais dans le miroir plein longueur. Je portais une robe de cocktail noire, classe mais pas trop conservatrice. J'ai pris mon petit sac en cuir rouge, qui s'accordait avec mes talons rouges de 10 cm, et je me suis tourné vers Joe avec un sourire. J'ai entendu la sonnette. C'est sûrement Connie. Comment je look? Joe ne répondit pas mais la colère et l'incrédulité sur son visage me firent demander « Qu'est-ce qui ne va pas, Joe? Tu as l'air contrarié, a-t-il crié. Ma femme veut sortir avec un jeune homme qui essaie de me faire passer pour un imbécile. Alors non, je ne suis pas juste contrarié, je suis choqué. Je suis en colère et embarrassé qu'il y ait un homme en bas qui attend de prendre ma femme pour ce qu'il pense être une soirée romantique. Et à moins qu'il ne soit gay,
son objectif est de te mettre au lit. J'ai croisé les bras et ressenti la colère monter en moi. Je savais que cette conversation n'était pas terminée, et qu'elle n'allait pas bien se terminer. Je pouvais dire par le silence qu'elle se calmait, se préparant à une attaque verbale. Quand elle a finalement parlé, sa voix était remplie de plus de colère que je n'avais jamais entendue auparavant. Eh bien, Joe, c'est moi qui suis choqué et en colère. Tout d'abord, tu m'accuses pratiquement de laisser un autre homme me séduire. Ta insinuation n'est pas seulement insultante, elle est profondément blessante. Deuxièmement, j'ai travaillé avec Connie pendant 2 ans et il a toujours été un parfait gentleman. Il ne m'a jamais dragué ou dit quoi que ce soit d'inapproprié. Elle a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Je ne vais pas le laisser attendre pendant que tu te moques de moi. Je serai de retour vers 11h et j'espère qu'à ce moment-là, tu auras tiré la tête de tes fesses. Je restais là, stupéfait, regardant ma femme descendre les escaliers. Je ne pouvais pas me rappeler avoir été aussi en colère. Joe et moi avions construit notre mariage sur l'amour et la confiance. Et je ne pouvais pas croire ce que mon mari de 19 ans venait d'insinuer. Il semblait que le respect et la confiance que je pensais partager n'étaient que de mon côté. Connie pouvait clairement sentir que quelque chose n'allait pas. En lui donnant un baiser sur la joue, il a demandé « Est-ce que tout va bien ?» Forçant un sourire, j'ai répondu « Absolument. » Prêt à y aller ? Je jetai un dernier coup d'œil en haut des escaliers pendant que Connie me guidait doucement vers la sortie. Du haut des escaliers, je regardais ma femme embrasser son rendez-vous sur la joue. Elle leva brièvement les yeux vers moi et je pouvais jurer qu'il y avait un sourire sur son visage. Il enroula son bras autour de sa taille et la guida jusqu'à la porte. La colère que je ressentais n'était pas seulement dirigée contre Hélène mais aussi contre moi-même pour ne pas avoir été plus ferme pour l'empêcher d'y aller. En faisant cela, elle manquait de respect pour notre mariage et risquait notre relation. En repensant à hier, lorsqu'elle m'a parlé de ses projets pour dîner et danser avec un collègue, j'ai maintenant réalisé qu'elle avait délibérément évité d'utiliser des mots comme il, lui, et son. Juste le nom Connie. Il semblait peu probable que quelqu'un puisse éviter d'utiliser ces pronoms à moins que ce ne soit un effort délibéré pour me tromper. Assurément, elle ne s'attendait pas à ce que je me souvienne d'une brève introduction à une fête d'entreprise bondée il y a près d'1 an. Pendant ce temps, j'étais dans la voiture avec Conrad. Connie faisait de petites blagues, mais j'étais encore tellement en colère contre Joe que j'entendais à peine ce qu'il disait. Je revins à la réalité quand il demanda « Eh bien, que penses-tu » ? « Oh, Connie, dis-je. Je suis désolé, mon esprit a dérivé un moment. » « Pas de souci, répondit-il. Je te demandais ce que tu pensais de dîner au Shop House. C'est au Marriott et il y a un super club de danse là-bas. Forçant les pensées de mon récent argument avec Joe hors de mon esprit, je répondis, cela semble merveilleux, je n'y suis jamais allé, mais j'ai entendu plein de bonnes choses à son sujet. Connie me lança un regard interrogatif, et tout en tendant la main pour presser ma main, il demanda, est-ce que tout va bien, chérie ? Tu semblais contrarié quand tu es descendu, et d'après ma brève rencontre avec ton mari, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas exactement d'accord avec notre rendez-vous. Je remarquai qu'il m'appela chérie et en parlant de la soirée comme d'un rendez-vous, avec une caresse sur la main. Mais cela ne me dérangea pas. Après tout, je le connaissais depuis 2 ans, et beaucoup d'hommes appellent leurs amis femmes chéries. Quant au mot rendez-vous, eh bien, dans un sens large, je suppose que c'était le cas, juste pas de la manière dont Joe l'interprétait. Tu as raison. Dis-je. Je pars du principe que Joe te rappelle de la fête, surtout puisqu'il a innocemment demandé plus tard avec qui je dansais. En repensant, j'ai peut-être oublié de mentionner Connie. Peut-être que j'ai dit Conrad. Je ne me souviens pas vraiment. Je suppose qu'une fois que tu es arrivé, il a réalisé que Connie n'était pas la copine qu'il avait prévue, et il a eu la mauvaise idée. Écoute, chérie, dit-il sympathiquement. Si tu veux changer d'avis sur ce soir, je comprends complètement. Je serais déçu, cependant, non seulement parce que tu es magnifique, mais parce que j'avais vraiment hâte de passer quelques heures sur la piste de danse avec toi. Absolument pas, dis-je, peut-être un peu plus fermement que je ne l'avais prévu. J'ai hâte de passer un bon dîner à profiter de tes talents de danse, que je dois dire sont impressionnants. Malheureusement, Joe a 2 pieds gauches et ne parvient qu'à quelques danses obligatoires quand nous sortons. Ne voulant pas décevoir Connie, j'ajoutai avec un sourire malicieux et un ton taquin. Mais souviens-toi, je suis une femme mariée et j'ai promis d'être de retour avant minuit. Je suis tout à toi jusqu'alors. Je me souviens avoir dit à Joe que je serais de retour à 11h, mais c'était avant qu'il ne me froisse.
Connie afficha son sourire éclatant, et cette fois, avec un rapide contact. Sur mon genou, il dit. Super. Profitons simplement de la soirée, et je m'assurerai de ramener Cendrillon chez elle avant que l'horloge ne sonne 12 heures. De retour chez moi, Tommy et moi avons mangé nos tourtes, mais pour la première fois, je ne pouvais pas profiter de la mienne. Mon fils demanda quand sa mère serait de retour, et puisqu'il m'avait déjà dit qu'elle était sortie dîner avec une amie, je ne voyais aucune raison de m'embarrasser en expliquant que son père niais avait permis à sa mère de sortir avec un autre homme. C'est exactement ainsi que je le voyais. Un imbécile niais. Plus je pensais à cela, plus je devenais en colère. Le week-end, l'heure de coucher de Tommy était généralement prolongée jusqu'à 22 heures, mais honnêtement, je ne voulais pas rester seul à regarder les murs, attendant que ma femme rentre, donc je lui ai donné une heure supplémentaire. À 23 heures, je l'ai envoyé au lit avec un câlin, bien qu'il soit trop vieux pour un baiser. Cela l'embarrassait désormais. Je pris ensuite ma place dans le salon, regardant la télévision muette en attendant le bruit d'une voiture entrant dans l'allée. Ma colère n'avait fait que croître, et je comptais avoir une sérieuse conversation avec Hélène quand elle serait rentrée. J'étais sûr que leur relation était professionnelle, mais aucune femme mariée, surtout pas la mienne, ne devrait dîner et danser avec un autre homme. Je faisais confiance à Hélène, malgré mes paroles plus tôt. Mais je ne faisais pas confiance au type avec qui elle était sortie. Peut-être que c'était mon instinct de policier ou simplement l'instinct d'un mari jaloux avec une belle femme. Quoi qu'il en soit, son air de gentleman ne m'avait pas trompé. Je pouvais voir le carnivore derrière ses yeux. J'espérais juste que ma petite chaperon rouge ne soit pas trompée par le loup en peau de mouton. À 11h30, je résistais à l'envie d'appeler le portable d'Hélène. Mais à 11h45, je ne pouvais plus me retenir. Je savais que son heure de retour initiale de 11h s'était déplacée autour de 11h. Mais je m'attendais toujours à ce qu'elle réponde et me dise qu'elle était en route. Encore une fois, l'appel allait directement à la messagerie vocale, et je n'ai pas laissé de message. Puisque ça allait directement à la messagerie vocale, son téléphone devait être éteint intentionnellement, ce qui ne faisait qu'augmenter ma colère. Nous avons passé un excellent dîner au Shop House, en commençant par quelques cosmos pour moi et de la bière pour Connie. Je dois admettre que je n'étais pas insensible à ces flatteries sur à quel point mon mari avait de la chance d'avoir une femme aussi belle, charmante et sexy. Quand mon âge est apparu dans la conversation, il a encore plus flatté mon ego en disant qu'il supposait que j'avais épousé un homme plus âgé et que je ne paraissais pas d'un jour au-dessus de 35 ans. Les flatteries fonctionnent à merveille sur les femmes, et je n'étais pas une exception. J'avais presque oublié notre petite dispute avec Joe et j'étais excité de fouler la piste de danse avec Connie. Le groupe était fantastique, et nous avons dansé presque sans arrêt pendant 1 heure. Nous ne nous sommes assis que lorsqu'une chanson lente est arrivée, alors que je les guidais subtilement hors de la piste. Après une pause, je me suis excusé pour aller aux toilettes, et quand je suis revenu, Connie m'attendait avec un cosmos frais et une bière pour lui. J'avais soif de toute cette danse et je l'ai probablement bu plus vite que d'habitude, donc quand le groupe a recommencé et que nous sommes retournés sur la piste de danse, je me sentais un peu étourdi. Quelques chansons après, une balade a commencé et je n'ai pas objecté lorsque Connie m'a tiré dans ses bras. Une autre chanson lente a suivi et j'étais vraiment soulagé de me tenir à lui alors que les effets de ce dernier verre me rendaient légèrement instable et étourdi. Remarquant mon inconfort, Connie proposa de faire une pause. Je ne remarquai que vaguement qu'il avait sa main sur mon derrière alors qu'il m'emmenait à notre table, ou qu'il s'assit à côté de moi cette fois-ci au lieu d'être en face de moi comme auparavant. À 1h du matin, j'avais appelé le téléphone d'Hélène 5 fois et laissé 3 messages, le dernier disant « Hélène ? Si c'est pour me punir, je comprends, mais je m'attends à ce que tu me rappelles immédiatement. Si je n'ai pas de nouvelles de toi d'ici une demi-heure, je vais me coucher et verrouiller la porte. Tu peux passer la nuit avec ton amant, sachant que tu as détruit un grand mariage et une famille heureuse. » J'étais bien au-delà de la colère, et mon esprit s'emballait. 1h30 est passée, mais je ne me suis pas couché. Je suis resté dans le salon à me demander si je devais toujours avoir un mariage au matin. Je sentis la main de Connie quitter la mienne, et lentement commencer à caresser l'intérieur de ma cuisse, mais je me sentais impuissante à bouger, même si je pouvais sentir l'excitation monter en moi. J'essayais de parler mais l'alcool avait entravé mon capacité à former des mots, et j'étais embarrassé d'avoir bu autant. Une partie de moi savait que je devrais arrêter cela, mais une autre partie appréciait. À un moment donné, je me souviens vaguement d'une voix lointaine qui me parlait, suivie d'une main forte qui m'aidait à quitter le banc. J'entendis la voix dire « Chérie, je pense que tu devrais te coucher un moment. Tu n'as pas l'air bien. » Un bras m'enserrait,
me tenant debout et me guidant quelque part. J'ai un vague souvenir d'être dans un ascenseur, ne sachant pas où j'allais en entrant dans une chambre inconnue. Il y avait un lit et je savais que je devais m'allonger. Je n'étais pas fatigué, mais mon corps se sentait déconnecté de mon esprit. J'ai entendu quelques mots doux et incompréhensibles, puis les lèvres de Connie étaient sur les miennes. Bientôt, je sentis l'air frais contre ma peau nue. Du coin de l'œil, j'ai vu mes vêtements en tas sur le sol. Il était au-dessus de moi et m'a prise. Mes yeux se sont instinctivement fermés. Quand j'ai réussi à les ouvrir légèrement, j'ai vu un visage aux yeux bleus me regardant alors qu'il continuait à avoir des relations sexuelles avec moi. Pas de Joe. Pas de Joe. Mon esprit criait, mais aucun mot ne sortait. Alors que ma bouche s'ouvrait, mon corps tremblait d'un orgasme écrasant. Pendant ce temps, j'étais en plein mode panique. À 5 heures du matin, après avoir passé plusieurs appels sans réponse, je me suis finalement écroulé sur mon lit, m'endormant dans un sommeil épuisé et agité, convaincu que notre mariage était terminé. À moins que quelque chose de catastrophique ne soit arrivé, il n'y avait aucune excuse que j'accepterais ou raison de lui pardonner cette trahison flagrante. Juste après 7 heures du matin, mon téléphone a sonné. Pensant que c'était Hélène, j'avais envie de ne pas répondre. Croyant qu'il n'y avait rien qu'elle puisse dire pour annuler le dommage qu'elle avait causé. Mais quand j'ai regardé l'idée de l'appel, j'ai vu un numéro que je ne reconnaissais pas. À contre-cœur, j'ai appuyé sur le bouton d'acceptation et j'ai répondu d'un ton groggy, « Bonjour ?» La voix à l'autre bout a demandé, « Est-ce que c'est Joe ? Joe Sullivan ?» Alors que je confirmais que c'était le cas, un malaise grandissait dans mon estomac, craignant que quelqu'un puisse appeler pour m'informer de cet événement catastrophique que j'avais négligé plus tôt. « Joe, c'est Terry Connor. Tu te souviens de moi ? » Terry avait été l'un des nouveaux agents de patrouille sous ma supervision avant que je ne prenne ma retraite. C'était un ancien marine et un policier solide, plus débrouillard que certains de ses pairs qui n'avaient pas servi dans l'armée. « Bien sûr, Terry, » répondis-je, mon inquiétude claire dans ma voix. « Que se passe-t-il » Il hésita avant de demander. « Ta femme est-elle à la maison ?» Une vague d'angoisse me frappa en répondant. « Non, elle est sortie dîner avec un collègue et devait être de retour à 11 heures hier soir. Je n'ai pas pu la joindre. Tous mes appels vont directement à la messagerie vocale. » Est-elle en sécurité ? Demandai-je, ma voix tremblante. Oui et non, dit Terry. Joe, elle est à l'hôpital merci. Elle est venue aux urgences par elle-même, signalant qu'elle avait été agressée sexuellement. J'ai pris l'appel, mais tout ce qu'elle a voulu dire, c'est son nom et que son mari était un ancien policier. Elle a refusé de parler à quiconque sauf à toi. Elle n'a aucune blessure visible, mais ils font des tests sanguins et un examen pour l'agression sexuelle. Je suis désolé d'être celui qui te le dit, mais tu devrais venir ici dès que possible. Je devrais appeler cela au détective, mais je voulais te prévenir. Combien de temps te faudra-t-il pour arriver ici ? 15 minutes, répondis-je abruptement. D'accord, Joe ? Normalement, je devrais retourner en patrouilla. L'arrivée des détectives, mais je vais retarder un peu pour que tu puisses arriver avant eux. Merci, Terry, dis-je sincèrement. J'arriverai aussi vite que possible. Ma première pensée fut, je vais éliminer ce salaud. Je ne voulais pas réveiller Tommy, mais je ne pouvais pas le laisser se réveiller dans une maison vide, ignorant ce qui se passait, je suis allé dans sa chambre et je l'ai doucement réveillé, en disant, « Eh, mon fils, réveille-toi. » Il se frotta les yeux, l'air confus. Mais je continuai rapidement, sachant que j'avais peu de temps. « Tommy, ta mère a eu un léger accident de voiture. Elle va bien, mais il l'examine à l'hôpital par précaution. Je dois descendre là-bas avec les informations sur l'assurance. Je ne voulais juste pas que tu te réveilles et que tu trouves la maison vide. Comme je l'ai dit, elle va bien. Pas de coupure, pas d'os cassé, donc ne t'inquiète pas, retourne dormir. » Bien qu'inquiet, il marmonna, « D'accord, papa », et reposa sa tête. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à mettre la clé dans le contact. Quand je me suis réveillé, c'était parce que j'avais urgemment besoin d'utiliser les toilettes, mais j'étais encore groggy et confus. La pièce était sombre, à l'exception de la faible lueur provenant d'une veilleuse dans la salle de bain. Je suis sorti du lit et j'ai avancé vers la lumière. Alors que mon esprit commençait à s'éclaircir, je réalisai que je n'étais pas chez moi. Assis sur les toilettes, je compris que ce n'était pas juste le besoin d'y aller qui m'avait réveillé. C'était la douleur dans mon rectum. Quand je me suis essuyé, j'ai vu des traces de sang sur le papier toilette.
Et c'est alors que j'ai compris ce qui s'était passé. Alors que je restais là, des flashbacks de la nuit précédente revenaient lentement à moi, et la réalisation de ce que j'avais probablement enduré me rendait malade. Je commençais à avoir des hauts le cœur. Je n'avais à peine le temps de me retourner et tomber à genoux avant de commencer à vomir. Une fois que mon estomac fut vide, je me relevai, m'appuyant contre le meuble de la salle de bain, fixant une femme dans le miroir que je reconnaissais à peine. Mes yeux étaient injectés de sang. Il y avait des marques de morsures sur mon cou et mon épaule, et mes cheveux étaient emmêlés en certains endroits avec ce qui n'était que des semences séchées. La honte et la culpabilité me submergèrent comme une vague déferlante me tirant vers le bas. Je ne pouvais plus supporter de regarder la femme dans le miroir. Elle ne reflétait pas la femme confiante, heureuse et mère aimante que je devrais être. Toujours appuyé sur le comptoir, ma tête penchée bas alors que les larmes commençaient à couler. Quand je finis enfin par me forcer à regarder ma réflexion à nouveau, je savais que ma naïveté et ma ténacité m'avaient coûté mon respect de soi, la confiance de mon mari et probablement le respect de mon fils également. Si j'avais eu un couteau ou une arme, j'aurais éliminé le salaud qui avait volé ma vie pour son propre plaisir égoïste. Comment ai-je pu être aussi ivre ? Pensais-je. Mais en répétant ce dont je pouvais me souvenir, je réalisais que je n'avais pris que 3 verres, 2 au restaurant et 1 au club. Cela aurait pu me donner une légère ivresse, mais ce n'était pas assez pour me faire perdre le contrôle comme cela. Il m'a drogué, dis-je à voix haute. Ce sale type avait glissé quelque chose dans ma boisson. Je savais ce que je voulais faire quand je l'ai vu, encore endormi, allongé nu sur le dos. Je m'imaginais lui griffer les yeux, lui couper les couilles, ou mordre son sexe. Mais je savais que je n'avais pas la force de faire quoi que ce soit de tout cela. À la place, je savais ce que je devais faire. Agissant rapidement et silencieusement, je me suis habillé. D'un dernier regard de pure haine envers l'homme que j'avais jadis admiré, je sortis de la chambre. Il me fallut un peu moins de 15 minutes pour arriver aux urgences, et... Comme promis, Terry m'attendait. La salle d'attente était presque vide en raison de l'heure matinale. Où est-elle ? Demandai-je d'un ton exigeant, alors que je me dirigeais vers les cabines avec rideaux. Terry m'arrêta immédiatement, plaçant une main ferme sur ma poitrine. Attends, Joe ? Elle dort. Ils lui ont donné un sédatif pour la calmer. Elle était assez hystérique. Les détectives ne vont pas tarder. Prends un moment pour rassembler tes pensées. Rassembler mon histoire, demandai-je avec colère. De quoi parles-tu ? Terry, ayant toujours l'air du marine qu'il avait été, me guida fermement vers un coin, loin des oreilles indiscrètes. Malgré ses 15 ans de moins et sa force, il murmura calmement. Écoute, Joe. Je suis de ton côté. Je ne connais pas les détails de ton mariage et je n'en ai pas besoin. Ce que je sais, c'est qu'à 4h15 ce matin, ta femme est arrivée ici en taxi, affirmant qu'elle avait été attaquée. Ils vont vouloir savoir où tu étais, pourquoi elle n'était pas chez elle avec sa famille, avec qui elle était, et pourquoi elle s'est pointée ici habillée pour une soirée. Elle a refusé de répondre à toutes mes questions, insistant pour ne parler qu'à toi. Par respect pour toi, je ne l'ai pas poussée, mais les détectives le feront. Je dis juste, prépare-toi à minimiser les répercussions pour ta famille. Avant que je puisse remercier Terry, 2 choses se produisirent en même temps. 2 détectives arrivèrent et le médecin des urgences s'approcha de nous. Un détective était un homme que je reconnus immédiatement. Harvey Berg, un policier old school avec 30 ans de service. L'autre était une femme que je ne connaissais pas. Alors que le médecin s'approchait, Harvey fit une pause, laissant la détective féminine continuer. Il lui murmura quelque chose et bien qu'elle ait l'air irritée, elle s'arrêta. Le médecin, parlant avec un léger accent du Moyen-Orient, demanda « Êtes-vous le mari de la patiente ?» Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'il ne m'a pas appelé le mari de la victime. Terry me tapota le dos et se dirigea vers la sortie. « Je suis le docteur Natal », se présenta-t-il. « Votre femme n'a pas de blessure visible, bien qu'il y ait une déchirure dans son rectum. Cela ne nécessitera pas d'opération et devrait guérir rapidement. Il y a aussi des marques de morsure, ou ce que les gens appellent souvent des suçons, sur ses 2 seins, mais ils n'ont pas besoin de traitement. » Mon cœur se serra alors qu'une vague de nausées m'envahit, imaginant Hélène être violée et blessée par ce salaud. Le médecin continua. Nous avons effectué un examen sexuel et trouvé des semences dans son vulve et son anus, ainsi que des semences séchées dans ses cheveux, ce qui indique une activité sexuelle récente. Nous avons pris du sang pour des tests d'alcool et de médicaments, mais les résultats ne sont pas encore revenus.
Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire ou que je peux dire aux enquêteurs. Son ton clinique m'irritait, surtout la façon dont il formulait cela comme une activité sexuelle plutôt qu'une agression. Une rencontre sexuelle ne correspondait pas à ce que je savais s'être passé. Votre femme a refusé de répondre à des questions sauf pour affirmer qu'elle avait été droguée, et elle insiste pour ne parler qu'à vous. Je ne vois aucune raison de l'admettre à l'hôpital, mais je vais attendre de la libérer jusqu'à ce que les résultats des analyses soient de retour. Elle a eu un sédatif léger pour la calmer, mais elle est maintenant éveillée. Vous pouvez aller la voir. Avez-vous des questions, monsieur Sullivan, demanda-t-il. Je secouai la tête. Non. D'accord. Si des questions surgissent, n'hésitez pas à me faire appeler. Les résultats devraient revenir dans environ 1 heure, et je vous consulterai alors. Sans offrir de sympathie, il se détourna et partit. Je commençai à me diriger vers les cabines, mais la détective féminine, une brune de petite taille avec une expression sévère, se mit devant moi, bloquant mon passage. Mon premier instinct fut de la pousser, mais avant que je puisse réagir, elle parla de manière autoritaire. Je suis désolé, monsieur Sullivan, mais mon partenaire et moi devons d'abord parler à votre femme. C'est une enquête criminelle et nous avons besoin de sa déclaration. Je regardai Harvey, qui s'approchait, secouant la tête d'irritation. Il lui dit fermement, « Laisse tomber, Anderson. Joe peut voir sa femme quelques minutes, puis nous ferons l'interview. » Elle rougit de colère et répondit, « Harvey, tu connais les règles. Laisser le mari entrer avant nous risque de fausser sa déclaration, ce qui pourrait être utilisé plus tard dans un procès. » J'ai ensuite appris que son nom était Sandra Anderson, une détective novice de 27 ans avec moins de 5 ans d'expérience. Elle avait un bon réseau, cependant. Son oncle était le maire adjoint. Harvey, clairement peu impressionné, répondit sarcastiquement, « Écoute, Anderson, j'ai fait des arrestations pour délit avant que tu naisses. En tant que détective principal, je suis en charge ici. Joe Sullivan est un collègue, qu'il soit à la retraite ou non, et il mérite un peu de courtoisie professionnelle. Si cela te dérange, va attendre dans la voiture ou à la cafétéria. Si tu veux me dénoncer, vas-y. Je cherche de toute façon un prétexte pour prendre ma retraite. » Anderson s'en alla en furie, le visage rouge. Une fois hors de portée des oreilles, Harvey murmura, « Putain d'action positive. Elle ne pourrait même pas attraper un joueur à un jeu de poker. »« Vas-y, Joe, ajouta-t-il. Je te donnerai 15 minutes pendant que je termine des paperasses. » Quand je tirai le rideau de la cabine d'Hélène, elle tourna la tête vers moi et, en réalisant que c'était moi, se détourna et commença à pleurer. Je tirai une chaise et m'assis calmement, attendant qu'elle reprenne son calme. Je ressentais de la sympathie en la voyant si bouleversée, mais honnêtement, ma colère l'emportait sur mon empathie à ce moment-là. Je n'arrivais pas à soutenir son regard, alors je me détournai et commençai à pleurer. J'avais désespérément voulu qu'il soit à mes côtés, mais maintenant je ne savais même pas quoi dire. Comment pourrais-je m'excuser d'avoir ignoré ses inquiétudes, juste pour me retrouver utilisé par un carnivore sexuel? À la froide lumière du jour, je réalisai que ça avait été un rendez-vous. Peu importe à quel point mes intentions étaient innocentes, j'étais sorti dîner et danser avec un homme qui n'était pas mon mari. Allongé ici, je réfléchissais à la façon dont j'aurais réagi si les rôles avaient été inversés. Que se passerait-il si Joe me disait qu'il sortait avec Andy, et qu'Andy s'avérait être Andrea? Une jeune femme plus attirante qu'il voulait récompenser pour une raison quelconque? La voix de Joe interrompit mes sombres pensées alors qu'il disait, « Hélène, les détectives vont arriver ici bientôt pour prendre ta déclaration, alors prépare-toi. Certaines de leurs questions seront embarrassantes et intrusives. Si tu dis que le sexe a eu lieu parce que tu étais mentalement incapacité par des médicaments ou de l'alcool, tu dois être honnête. Je dois te prévenir, si tu essaies de les tromper, ils le sauront. » Le détective principal a plus de 30 ans d'expérience et est un interrogateur chevronné. Il verra à travers toute tentative de mensonge. Son ton détaché me frappa, et les seuls mots qui restèrent dans mon esprit étaient déclaration et tromperie. Au-delà de cela, il n'avait même pas touché à moi. Aucune réassurance, aucune chaleur. Il ressemblait plus à un avocat qu'à mon mari. Même à travers mes larmes, la colère commençait à grandir en moi, et finalement je me tournai vers lui et lui lançai. « Joe, tu as l'air de ne pas me croire. Je ne parlerai à personne jusqu'à ce que tu arrives, parce que tu me connais depuis plus de 20 ans. Tu sais que, bien que ce que j'ai fait était stupide, je n'avais jamais eu l'intention d'avoir des relations sexuelles,
encore moins d'être attaqué par quelqu'un en qui j'avais confiance et que je considérais comme un ami. Merde, Joe. Je n'ai pas été séduite par ce monstre. J'ai été droguée et violée. Mais je suppose que tu ne le vois pas comme ça, alors pourquoi ne pars-tu pas juste et ne vas-tu pas traîner avec tes copains policiers? Je me tournai de nouveau, trop en colère pour pleurer davantage. J'entendis sa chaise gratter le sol carrelé, et quelques instants plus tard, le rideau de la vie privée s'ouvrit et se ferma. Je savais qu'il était parti, probablement pour de bon. Quand je retournai à la salle d'attente, Harvey leva les yeux avec un air interrogateur. Sa partenaire irritée était assise à l'autre bout de la pièce, les bras croisés avec un air boudeur sur son visage. « Merci, Harvey, dis-je sincèrement, sachant que ce qu'il avait fait pour moi pouvait lui causer des ennuis. Vous pouvez entrer maintenant, hocha-t-il la tête. Mais pour l'enregistrement, j'ai provoqué sa colère intentionnellement. Et je crois qu'elle dit la vérité. » Il fit un signe à sa partenaire qui, à contre-séhur, le suivit dans la cabine. Environ 45 minutes plus tard, ni Harvey ni sa partenaire n'étaient ressortis lorsque je remarquai le docteur Nadel parcourant la salle d'attente maintenant bondée. Il m'aperçut et fit un geste pour que je le suive dans une petite salle d'examen au bout du couloir des urgences. Une fois assis, son ton était visiblement plus doux qu'auparavant. Les résultats du laboratoire sont revenus. Et il montre une quantité significative de rohypnol et de kétamine dans son système. Comme vous le savez grâce à votre temps en tant qu'agent, ces médicaments sont communément appelés des pilules d'agression de rendez-vous. Lorsqu'elles sont combinées, elles abaissent les inhibitions et augmentent la libido tout en affectant la capacité du corps à communiquer entre le cerveau et les muscles, rendant presque impossible la résistance. J'ai expliqué cela aux détectives et leur ai fourni une copie de l'analyse. J'ai commencé une perfusion intraveineuse pour aider à purger son système et elle devrait pouvoir partir dans environ 3 heures. Il se leva et offrit sa main, ajoutant « Je suis vraiment désolé pour ce que vous et votre femme traversez, mais compte tenu des circonstances, je crois qu'avec le temps et peut-être quelques séances de conseil, vous deux pourrez vous en remettre. » Alors qu'il se tournait pour partir, je me levai et demandai « Docteur, puis-je vous poser quelques questions ?» Bien qu'il ait l'air un peu mal à l'aise, considérant que son devoir en tant que médecin traitant était terminé, il hocha la tête à contre-séhur, sachant probablement où cela allait mener. « Je comprends à propos des pilules et de leurs effets, commençai-je. Mais ce que je dois vraiment savoir, c'est, ces pilules empêchent-elles quelqu'un d'éprouver du plaisir sexuel? » Il soupira, faisant signe pour que je m'assoie alors qu'il faisait de même. D'un ton patient mais mesuré, il répondit, « Monsieur Sullivan, je ne peux pas vous donner de réponse définitive. Cependant, lorsque les organes sexuels du corps sont stimulés, il est possible que le corps réagisse même si le cerveau ne le fait pas. La réaction est purement physiologique, sans implication volontaire ou émotionnelle. » Ensuite, il ajouta, pour répondre à votre question sous-jacente, oui, il est possible que votre femme ait éprouvé un orgasme. Même les victimes qui ont été attaquées par la force sans pilule signalent parfois avoir orgasmiqué. Cela ajoute souvent à leur traumatisme lorsque leur corps tire du plaisir physique d'un acte non désiré. Que ce soit par médicament ou de force, la réponse est toujours involontaire, tout comme une réaction à la douleur. Il me donna une tape rassurante sur l'épaule, se leva et quitta la pièce, probablement soulagé que je n'ai plus de questions difficiles à poser. Je n'avais pas remarqué que Harvey et sa partenaire se tenaient près de l'entrée de la zone de traitement, apparemment en attendant que le médecin parte. À mesure qu'Harvey s'approchait, sa partenaire, qui avait l'air un peu moins hostile, resta en retrait, le laissant prendre les devants. Harvey commença, « Joe, tu as 20 ans d'expérience policière derrière toi, donc je ne vais pas insulter ton intelligence en expliquant les procédures. D'abord, je suis désolé pour toi et surtout pour ta femme. D'après sa déclaration et le rapport de laboratoire, je suis convaincu qu'elle a été droguée et, étant donné son incapacité à consentir, elle a été agressée. Ce salaud a probablement mis quelque chose dans sa boisson quand elle est allée aux toilettes. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait et ne se souvient pas beaucoup de l'attaque. » Il fit une pause avant de continuer. « Maintenant, pour la partie difficile. Je déteste dire cela, Joe, et si je le disais à un inconnu, ce serait une grave violation du protocole. Mais pour le bien de ta famille, surtout ta femme, je ne te recommanderais pas de porter des accusations contre ce type. » Je commençai à objecter, mais Harvey me coupa. « Écoute-moi, Joe. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. Mais tu sais mieux que quiconque à quel point notre système judiciaire est défaillant. Si ce déchet obtient un bon avocat, la première chose qu'ils pointeront du doigt,
c'est que ta femme est allée de son plein gré dans ce qui ressemble à un rendez-vous avec lui. Oui, je sais qu'elle t'a pris au dépourvu. Elle a tout expliqué. Mais devant un jury, le fait qu'elle soit sortie dîner, ait pris des verres et ait dansé avec lui ne sera pas à son avantage. Quant aux pilules, ils argumenteront qu'elle les a prises volontairement pour abaisser ses inhibitions. Il soupira et continua, il y a des lois de jurisprudence à ce sujet, Joe, tant au niveau local que national. Certaines femmes utilisent elles-mêmes ces pilules. Ils argumenteront que quand elle a réalisé combien de temps s'était écoulé, elle a paniqué, pensant que son mariage était en danger et a inventé une histoire pour couvrir ses traces. Je restai silencieux, laissant le poids de ces mots m'envahir. Tu n'as pas besoin que je te dise à quel point les avocats de la défense peuvent être impitoyables. Ils vont vous traîner dans la boue, et les médias vous peindront comme un mari permissif et elle comme une épouse promiscue. Ton fils pourrait aussi faire face à des retours de ses pairs. Et à la fin, le gars pourrait encore s'en sortir libre. Harvey adoucit son ton. Joe, parle à ta femme. C'est sa décision au final. Mais j'ai besoin de savoir ce que tu veux faire avant de partir. Je peux rédiger cela comme une situation malheureuse où ta femme a été égarée, et le rapport restera caché. Après 30 ans, j'ai gagné beaucoup de faveurs auprès du département et du DA, donc c'est toi qui n'auras pas à t'inquiéter des accusations ou d'un rapport faux. Au début, j'étais hystérique. Quand il a été suggéré que mon agresseur pourrait s'en sortir libre, je criais, personne ne me croit. Ni le médecin, ni les flics, ni même mon mari. Joe a essayé de saisir ma main, mais je l'ai retirée et ai commencé à pleurer. Il me reprit la main, mais cette fois, il refusa de lâcher prise quand j'essayais de l'enlever. Hélène, tout le monde te croit. Tout le monde. Ce n'est pas une question de croire. C'est une question de faire face à une réalité dure. Ce n'est pas de laisser ce type s'en tirer, c'est une question d'épargner l'humiliation et l'indignité d'un procès public. Un procès qui se déroulerait non seulement dans la salle d'audience, mais aussi dans les médias locaux. Si nous avions ne serait-ce qu'une chance de 50 à 50 de gagner, je ne te ferais pas cette suggestion. Mais honnêtement, ce n'est même pas comparable. Au final, j'acceptais à contre-séure. Je pense que je l'ai fait plus pour protéger Tommy de l'embarras que pour moi-même. Comme promis, Harvey enterra l'affaire et nous n'entendîmes plus jamais parler du DA. Malheureusement, toutes les histoires n'ont pas de fin heureuse, et la nôtre était de celle-là. Les séances de conseil étaient épuisantes émotionnellement pour nous deux, surtout quand Hélène a décrit le seul moment qu'elle se souvenait clairement. Elle me raconta comment, pendant l'incident, quand elle ouvrit les yeux, elle pensait au départ que c'était moi qui avais des relations sexuelles avec elle. Même quand elle réalisa que ce n'était pas moi mais lui, elle était au cœur d'un orgasme et continua à laisser faire. Le thérapeute a essayé d'expliquer sa réaction en me demandant, « Joe, si tu étais dans une situation similaire et commençais à avoir un orgasme, penses-tu que tu pourrais t'arrêter ?» Je répondais sarcastiquement. « Tu veux dire retirer mon sexe de sa bouche ou d'un endroit là-bas ou d'une autre part ?» J'ajoutais amèrement. Je vis Hélène tressaillir à l'insinuation du coin de l'œil. Après une pause, je répondis plus sérieusement. « D'abord, Doc, je ne me mettrai pas dans cette situation, donc la question est caduque. Mais hypothétiquement parlant, oui, je m'arrêterai. Nous avons fait de notre mieux pour sauver notre relation au cours des 8 mois suivants. Mais c'était comme regarder un bonhomme de neige fondre lentement jusqu'à ce que la tête tombe enfin et se brise. Étrangement, j'avais presque oublié l'agression en elle-même. Ce qui me hantait davantage, c'était l'image d'elle descendant ses escaliers, levant la main pour l'embrasser sur la joue, et le regard défiant qu'elle me lança alors qu'il mettait son bras autour d'elle et la conduisait jusqu'à la porte, et, avec le recul, hors de ma vie. Hélène expliqua plus tard comment elle avait été en colère et l'avait embrassé juste pour me contrarier. Pour me taquiner un peu, comme elle le disait. Mais le fait qu'elle ait voulu me blesser ainsi était plus que je ne pouvais le supporter. Le manque de respect, la trahison et le mensonge étaient les véritables meurtriers de notre mariage. Je l'avais prévenue des conséquences potentielles, mais elle avait choisi de m'ignorer. Elle a fait son lit, et je refuse d'y dormir. Elle devra y dormir seule. Cela fait 2 ans depuis notre divorce en larmes. J'ai laissé Hélène la maison jusqu'à ce que Tommy ait 18 ans ou obtienne son diplôme universitaire, bien que je lui donnerai probablement à la fin. J'ai une pension et une entreprise prospère. Et elle a reçu un règlement de $250 000 de la société, même si elle a nié toute faute. Hélène a réussi à remporter une petite victoire contre Conrad Hunter.
Bien que nous ayons été conseillés qu'une plainte civile n'était pas susceptible de réussir, notre avocat a soumis nos déclarations notariales et le rapport sur les pilules. Bien sûr, le salaud a tout nié, mais 2 plaintes pour agression sexuelle contre lui avaient été ignorées dans son bureau précédent, soit intentionnellement, soit pas. Une employée avait accusé de l'avoir peloté dans la salle de pause, et une autre, une femme mariée demandant un transfert dans une autre ville, avait affirmé qu'il avait proposé d'assurer le déménagement en échange d'un service sexuel. Aucune de ces plaintes n'avait été fondée. L'affaire d'Hélène est tombée dans la même catégorie du tout ou rien. Mais la société, fatiguée des risques légaux potentiels qu'il était susceptible de poser, l'a licencié sans motif. Non seulement il a perdu sa promotion pour Londres, mais il a été évincé sans lettre de recommandation. Après 12 ans, l'entreprise a donné à Hélène l'argent pour éviter une humiliation publique et un procès coûteux. Nous avons tous deux regretté que notre mariage n'ait pas pu être sauvé, mais nous avons également reconnu la futilité de continuer une mascarade qui nuisait à notre fils. Pour autant que je sache, aucun de nous n'a daté pendant plus d'1 an, même si Hélène a récemment fréquenté quelqu'un régulièrement. Il est quelques années plus jeune qu'elle et a été veuve jeune. Il semble être un homme bien, et lors des rares occasions où nous nous croisons, il est toujours amical. Mais il est difficile d'oublier 19 ans de proximité avec une femme. Au départ, j'étais poli mais distant envers lui, bien que ma jalousie ait diminué avec le temps. Maintenant, je leur souhaite sincèrement le meilleur. Mon attitude adoucissante a probablement beaucoup à voir avec Alicia, la femme que je fréquente. Elle était une de mes clientes pour plusieurs projets d'amélioration de la maison, et elle a finalisé son divorce il y a plus d'1 an après que son mari abusif et dépendant de l'alcool l'ait mise à l'hôpital avec une commotion cérébrale et une clavicule fracturée. Son fils de 14 ans, Kevin, et moi sommes devenus proches, et je l'ai inclus dans plusieurs sorties avec Tommy. Les garçons s'entendent bien et bien que ma relation avec Alicia soit devenue intime, nous avons gardé des résidences séparées, en partie pour donner une bonne image aux enfants et en partie parce que nous sommes tous les deux un peu prudents à l'idée de nous remarier. Maintenant, pour la partie que je n'ai jamais partagée, alors qu'Hélène a eu sa revanche sur Conrad, la mienne est venue plus tard. Au cours de mes années sur la force, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, les bonnes, les mauvaises et les vraiment laides. L'une des dernières était Mario, un enforcé de la mafia irlandaise. Je l'avais arrêté 3 fois pour agression, mais il avait été libéré à chaque fois. 3 mois après l'incident avec ma femme, je tombais sur Mario. Il me salua comme un vieil ami, et nous parlâmes de la vie. 5 jours plus tard, il m'appela pour me rencontrer dans un bar local. Après nos verres, il me conduisit à sa voiture et dit « J'ai un cadeau pour toi ». Il ouvrit le coffre, révélant un petit sac. À l'intérieur se trouvait un bocal. Le genre utilisé dans les laboratoires de biologie. Mario alluma la lumière de son téléphone dessus, et je vis ce qui ressemblait à un organe masculin et à 2 testicules. Mario sourit et dit « Ton bourreau ne montrera plus jamais son visage à une femme. Ne t'inquiète pas. Il est vivant. Il ne sera simplement plus le grand homme. » Je n'avais pas de mots. Je lui serrai la main et rentrai chez moi. Parfois, la vie vous offre des cadeaux inattendus. 2 ans après notre divorce, Hélène et moi avons lentement trouvé notre chemin. La douleur et le ressentiment qui définissaient autrefois notre relation s'estompaient en grande partie, bien que les cicatrices soient encore là, rappel de ce qui a été perdu. Nous avons fait de notre mieux pour sauver ce que nous pouvions, mais certaines choses, comme la confiance, une fois brisée, ne peuvent jamais être réparées complètement. Nous avons été ensemble pendant 19 ans, avons élevé un fils et partagé d'innombrables souvenirs, mais la trahison, qu'elle soit intentionnelle ou non, était trop profonde pour être surmontée. La vie d'Hélène a pris un tournant différent. Elle fréquente quelqu'un régulièrement, un homme plus jeune qui est veuf depuis plusieurs années. D'après ce que je peux voir, il semble être un homme bien, et bien que cela m'ait blessé au départ de l'avoir avancé, j'ai appris à laisser aller ma jalousie. Les occasions rares où nous nous croisons, il est toujours respectueux envers moi, et je leur ai même souhaité bonne chance. Malgré tout, Hélène mérite le bonheur, et j'ai accepté que son bonheur ne m'inclut plus. Elle n'est pas la femme qui a quitté la maison cette nuit-là, et je ne suis plus l'homme qui l'a regardée sortir par la porte. Quant à moi, j'ai trouvé quelqu'un aussi, Alicia. Nous nous sommes rencontrés lorsque j'ai fait des travaux de rénovation pour elle après son propre divorce amer. La nature abusive et violente de son ex-mari l'a rendue méfiante des relations, mais avec le temps, nous avons bâti quelque chose de spécial. J'ai pris les choses lentement, en partie par prudence et en partie par respect pour nos enfants. Son fils Kevin s'est rapproché de Tommy,
et ils sont devenus amis lors de nos sorties le week-end. Ma relation avec Alicia présente ses propres défis, mais elle semble différente, plus saine, plus honnête. Nous avons pour l'instant gardé des maisons séparées, mais nous avançons et pour la première fois depuis longtemps, je me sens optimiste pour l'avenir. À la suite de tout cela, Hélène et moi avons pu gérer les choses pacifiquement pour le bien de Tommy. C'est un garçon fort et intelligent, et le voir grandir et naviguer à travers cette période difficile a été une source de fierté pour nous deux. Il ne méritait pas d'être pris dans les tirs croisés de nos erreurs, et si rien d'autre, je suis reconnaissant que nous ayons maintenu notre attention sur le fait de lui donner la stabilité dont il avait besoin. Hélène a eu la maison, et quand Tommy aura 18 ans, elle restera probablement la sienne. J'ai réussi dans mon entreprise pour subvenir à mes besoins et à ceux de Tommy, et je ne lui en tiens pas rigueur pour ce qu'elle a traversé. Hélène a réussi à obtenir une certaine mesure de justice avec son règlement auprès de la société, et bien que j'ai d'abord ressenti du ressentiment que son agresseur, Conrad, s'en soit sorti sans faire face à des accusations criminelles, j'ai trouvé ma propre fermeture d'une manière inattendue. Ce que Mario a fait, ce qu'il m'a donné, n'était pas le type de justice que j'avais envisagé, mais cela ressemblait néanmoins à de la justice. Cet homme ne ferait plus jamais de mal à personne. Et bien que je ne cautionnerais jamais la violence, une partie de moi était reconnaissante que quelqu'un ait délivré la punition que je ne pouvais pas. En fin de compte, la vie continue. L'amertume, la colère et le chagrin, tout cela, a lentement été lavé par le temps. Bien qu'il y ait toujours une partie de moi qui regarde ces 19 années avec regret, il y a une autre partie qui se souvient des bons moments. Hélène n'était pas seulement ma femme, elle était ma meilleure amie, et pendant la plupart de ces années, nous formions une équipe. Mais parfois, même les liens les plus forts peuvent se briser sous le poids des pressions de la vie. Et quand cela se produit, il vous reste à reconstruire à partir de zéro. J'ai reconstruit et je suis toujours en train de reconstruire. Hélène aussi. Notre mariage est terminé, mais la vie continue. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à l'un ou l'autre de nous. Mais je sais que nous sommes tous deux plus forts maintenant, à notre manière. Nous avons appris de nos erreurs et nous avons avancé. La vie a une façon de vous surprendre. Et bien que je ne voyais pas ce chemin venir, j'apprends à l'accepter, un jour à la fois. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.